quand on se retrouve en face d'un projet et on doit définir l'expérience utilisateur, le design d'interface, le premier point, c'est l'interview client. Ensuite, on va faire la recherche. Puis, on doit définir les cibles. On doit explorer toute l'analyse qu'on a faite. On doit concevoir et on va finir par tester. On va passer d'abord sur le premier point qui est l'interview client, qui est le point d'entrée du projet. Comprendre les besoins du client. Pour comprendre les besoins du client, il faut déjà effectuer l'interview du client. C'est un élément essentiel et important au début du projet. Parce que cette partie permet à l'équipe de conception, parce que c'est une équipe de conception, permet à l'équipe de conception de cerner les besoins du client, de lui poser toutes les questions pour pouvoir deviner ses objectifs, ses cibles, le pourquoi il fait le projet, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites, quelles sont les règles, quels sont les livrables attendus. C'est une partie très importante à réaliser. Parce que si on ne prend pas le temps de pouvoir définir les objectifs clairs du client, on se retrouve facilement dans des projets qui n'ont presque pas de fin. Donc, c'est important de délimiter le projet. C'est important de comprendre le projet. C'est important de comprendre l'objectif du client. Il y a un cas très simple que je prends en général. On dit expérience utilisateur, mais il faut tenir compte de l'objectif du client. Un exemple simple. Un client souhaite avoir une application qui utilise les données, les data web, c'est-à-dire peut-être les données, les data Internet. Et parce qu'on a envie de lui réaliser une bonne expérience utilisateur, comme on est centré que sur l'utilisateur, on lui produit une application qui évolue par SMS et non par Internet. Je pense que cette application ne passera pas parce que c'est le client qui fait la commande. Donc, c'est un équilibre entre les besoins du client, l'utilisateur et puis la technologie qu'on utilise. Ce sont ces trois éléments qu'on doit pouvoir mettre en équilibre pour pouvoir avoir une bonne expérience utilisateur. Le deuxième point, c'est au niveau de la recherche. La recherche, c'est comprendre l'utilisateur. Comprendre l'utilisateur, cette étape préliminaire permet d'obtenir des informations sur les attentes, les ressentis de vos utilisateurs grâce à des méthodes de recherche basées sur les données quantitatives, qualitatives et comportementales. C'est important quand on vous remet un projet de pouvoir cerner le projet dans son ensemble, pouvoir effectuer des enquêtes, pouvoir chercher des chiffres sur le projet, pouvoir observer comment les gens adoptent la solution si elle est déjà. Peut-être vous pouvez faire des interviews pour dire, je donne un exemple tout simple. Vous partez au marché et puis vous dites, vous réalisez une application qui va permettre de pouvoir faire la monnaie rapidement. Un exemple. Vous partez au marché, vous demandez aux gens, est-ce que ça serait intéressant d'avoir une application? Vous essayez d'avoir leur ressenti, comment ils souhaitent que l'application soit. Est-ce que ça sera vraiment utile? Est-ce que ça ne sera pas utile? C'est important de faire des enquêtes à ce niveau. Après, il faut définir. On a étudié le marché, on a étudié l'ensemble on a posé des questions des questions préliminaires. Maintenant, on va définir clairement notre cible à travers le persona, les scénarios d'utilisation et puis le parcours utilisateur. On va définir dans un premier temps le persona. Les personas représentent les types de personnes susceptibles d'utiliser votre interface ou votre service. Le but de la création des personas est de permettre de catégoriser les profils d'utilisateurs en fonction de leur comportement et de leur environnement. J'explique tout simplement. Il y a plusieurs types d'utilisateurs qui peuvent venir sur une interface ou un service. On peut avoir la personne âgée de 13 ans qui est passionnée de jeux vidéo, comme quelqu'un de plus âgé, peut-être de 45 ans ou de 50 ans, qui est passionné aussi de jeux vidéo. Il faut déterminer les différents types de personnes qui vont venir
qui vont interagir avec l'application ou le service proposé afin de pouvoir mieux cerner leurs besoins, leurs comportements. Un enfant de peut-être 10 ans n'a pas le même comportement ni la même réaction face à une interface devant un adolescent. Ça permet aussi de pouvoir mieux orienter sa réflexion et la réflexion de l'équipe. Donc, c'est important de pouvoir définir des personas. Il y a plusieurs outils disponibles en ligne pour pouvoir définir les types de personas. Après, on a le scénario d'utilisateur. C'est toujours dans la réflexion. On a le scénario, les user stories. Les user stories, c'est un élément qui, en général, fatigue les designers parce qu'on passe beaucoup de temps à écrire sur cette partie. Cette partie, c'est comment on appelle ça? C'est la rédaction, c'est la description d'abord des actions, c'est la description des actions et des interactions possibles pour chaque utilisateur. Cette documentation répond aux questions de qui, quoi et pourquoi et a pour but d'orienter les développeurs dans la compréhension et dans leur implémentation du projet. Je vous explique rapidement. On a un utilisateur. On va prendre une application où on souhaite, en tant qu'un administrateur, on va prendre ici, en tant qu'un designer, je souhaite organiser mes tâches afin de tenir mes délais. C'est la story. Cette story fait appel au principe de le designer et la personnalité. Et la personne, on arrive à définir la personne, on arrive à définir la fonctionnalité, et puis on arrive à définir le but de la fonctionnalité. Le but de cette partie, c'est de scénariser tout ce qu'un utilisateur a la possibilité de faire face à une application. On peut dire l'utilisateur peut se connecter, l'utilisateur peut gérer son compte, l'utilisateur peut envoyer de l'argent, l'utilisateur peut regarder ses historiques. Ça nous permet de définir des fonctionnalités comme historique, des processus comme envoi d'argent, des processus comme connexion, des processus comme déconnexion, des processus comme gérer et comme... Donc, cet élément-là est vraiment important. Et c'est cet élément-là qui permet et qui guide les développeurs dans leur implémentation quand on a livré le projet, le prototypage et puis les ressources. C'est ce document-là qui guide tous les développeurs. OK. Ici, on a le parcours utilisateur. Après avoir écrit les user stories, disons que l'utilisateur A souhaite peut-être se connecter, bien l'utilisateur A souhaite rentrer en contact avec un autre utilisateur, il faut faire le parcours utilisateur. En général, le parcours utilisateur est une représentation du visuel et du trajet de toutes les interactions que l'utilisateur peut avoir face à face avec le service ou la solution proposée. En fait, en résumé, c'est très simple. C'est de pouvoir visualiser, comme je l'ai mis sur l'illustration là, tout le parcours de chaque utilisateur en fonction du cas de figure. On peut avoir un parcours de connexion. L'utilisateur arrive sur la plateforme. L'utilisateur entre son mot de passe et son identifiant. L'utilisateur a oublié son mot de passe. Excusez-moi. L'utilisateur a oublié son mot de passe. Il est obligé de passer par un autre processus. Donc, c'est important de pouvoir schématiser tous ces processus. Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir voir si c'est viable, si le cheminement fonctionne, bien avant de passer à l'implémentation, bien avant de passer au design. Donc, c'est important d'avoir une vision claire du schéma, du parcours de chaque utilisateur, des processus qui sont effectués, et puis des échanges entre les différents systèmes. On passe par explorer. Explorer, on a fini de faire le brief client, on a fini d'analyser le marché, on a fini de définir le persona, on a fini d'écrire les user stories, on a fini comment on appelle ça, de faire les parcours utilisateurs. Maintenant, on a toutes ces données qu'on a analysées, qu'on a placées. Il faut avoir la capacité de les exploiter.
Et c'est à ce niveau-là qu'on fait appel à l'équipe. En général, bon, de toute façon, les autres étapes sont faites en équipe, mais cette étape est particulièrement importante parce que tout le monde doit y participer. C'est un processus collaboratif qui permet de trouver des idées pour répondre efficacement aux problèmes, aux problématiques analysées dans les étapes précédentes. Le principe est de permettre à chaque collaborateur ou entité d'émettre des idées et d'innover grâce à l'intelligence collaborative, à l'intelligence collective. C'est simple. C'est un atelier d'idéation. On fait venir plusieurs personnes ou même en collaborateurs. Et si on a la possibilité d'avoir d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines et on leur expose le problème, on partage les idées. On partage les idées sur les solutions qu'on peut apporter en tenant compte de toutes les données qu'on a eues précédemment. Par exemple, si on dit un utilisateur peut se connecter, on va dire OK, l'utilisateur, on peut avoir une théorie où on va dire l'utilisateur peut avoir accès déjà aux informations sans qu'il puisse se connecter. Et après la connexion, on pourra faire une inscription, un peu au style de Nyango. Ou on peut dire l'utilisateur, avant d'utiliser la plateforme, vu qu'il connaît déjà la plateforme et qu'il est venu dans le but spécifiquement de l'utiliser, n'a pas besoin d'avoir accès à aucune information, il vient, il se log ou il s'inscrit. Il y a plusieurs théories comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte sur sur plusieurs parcours utilisateurs. Et c'est important de retenir, de récupérer les avis de tout un chacun et puis de classifier les avis qui sont pertinents pour qu'on puisse les implémenter. Donc, le processus d'idéation est très important et c'est très important de le faire de manière collaborative. Aussi bien les équipes design que les équipes dev, que les équipes QA, que toutes les personnes qui sont dans le processus. Après l'idéation, on passe sur la partie de conception, concevoir. On a fini je reprends encore les étapes. On a eu le brief. On a fini avec le brief. On a analysé le marché. On a défini les cibles. On a écrit les user stories. On a fait le user flow avec comment on appelle ça? On a fait le user flow avec le parcours utilisateur. On a brainstormé, on a réfléchi en équipe. On a trouvé des idées, des solutions aux problèmes. Maintenant, on va matérialiser ces idées-là à travers des sketchs, des wireframes, des maquettes et le prototypage. À ce niveau, c'est un élément important parce que c'est là que entre le design utilisateur. À ce niveau, le design utilisateur, le design d'interface rentre au fait. C'est à ce niveau qu'on définit, en fonction des cibles, on définit le type de design qu'on va mettre en place, les couleurs qu'on va utiliser, les dispositions des boutons, le type de bouton. Et puis, on passe dans plusieurs étapes. On peut passer d'un step sketch. Le sketch, c'est simplement le brouillon sur papier. Le wireframe, c'est un peu plus élaboré. La maquette est plus présente. Et le prototypage est l'un des éléments clés qui permet aux différents membres de l'équipe et aux clients de pouvoir voir à quoi ressemble son application, à quoi pourrait ressembler son application. Il pourrait cliquer sur tous les différents éléments sans avoir forcément d'interaction avec les devs. Il pourra déjà avoir un aperçu de ce qui l'attend. Le dernier point, après tous ces éléments, il faut les tester. Il faut les tester. Le test, c'est important de le faire. C'est important de le faire déjà avec les équipes en interne, de pouvoir les tester. Et après, après validation des testeurs QA et des équipes en interne, de pouvoir le faire valider aussi par le client. Concernant les tests QA, je pense que Assetou a déjà fait le tour de toute la question. Donc, si vous voulez avoir comment faire des tests efficaces et des tests justes, vous pouvez consulter, je pense, la vidéo de Assetou Plubali qui a parlé de tests QA. Donc, c'est ainsi présenté les fondamentaux du design d'interface et de l'expérience utilisateur. Vous
Vous avez des questions? Ok, donc là, ça va. Par contre, c'est possible qu'on puisse attaquer le cas pratique au cas où il n'y aurait pas de questions pour l'instant. Non, on ne pourra pas attaquer le cas pratique tout de suite parce que je dois l'élaborer, je dois le designer, au fait. Ce n'est pas que j'ai à le D'accord. designer, en fait. Ok. Donc, pour le moment, on prendra des... Je peux déjà donner l'énoncé du cas pratique. L'énoncé du cas pratique, ça sera un restaurant qui vient d'ouvrir et qui a énormément de clients. Sa difficulté, c'est que comme le restaurant est très connu, il se retrouve très souvent avec des personnes qui n'ont pas réserve, qui n'ont pas de place. Donc, ils ont décidé, pour pouvoir pallier à ce souci, de mettre en place un système de réservation en ligne. Donc, c'est pour résoudre ce problème-là, en résolvant ce problème-là qu'on fera l'exercice. On va analyser comment les gens se comportent au niveau du restaurant, on verra c'est quoi la problématique et puis on essaiera de trouver une solution pour pouvoir répondre aux besoins. C'est l'énoncé de l'exercice de la prochaine fois. Donc, merci déjà d'avoir planté les décors avec les fondamentaux. C'est aussi l'occasion justement de poser les questions sur les débuts. Et ce que je voudrais dire, comment déjà, sur la base de ces fondamentaux, bien entendu, comment est-ce que on pourrait voir la pertinence du UX dans la conception la pertinence du UX, pardon, je reformule, en tant que valeur ajoutée sur un projet. Comment est-ce qu'on peut voir justement la pertinence du UX en tant que valeur ajoutée sur un projet? Voilà. Ok, d'abord, concernant tout ce qui est interface, le premier élément, c'est de pouvoir convertir les personnes. Et si ton interface est le premier élément qui rentre en ligne de compte avec le client, c'est important que le client puisse avoir une bonne expérience pour pouvoir poursuivre le parcours et atteindre le but que tu as fixé. On va donner un exemple tout simple. Si, ça, je vais sortir du cadre d'interface. Si tu as un restaurant et que les portiers de ton restaurant sont pas polis, tu vas te rendre compte que comment on appelle ça, tu fais de la bonne nourriture, ton restaurant est bien, mais juste parce que la première personne qui rencontre avant de rentrer dans ton restaurant est le portier qui est mal poli, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, tu ne pourras pas remplir ton restaurant. Il y a aussi, je vais prendre le cas d'un site internet, d'une application ça c'est une anecdote. Il y avait une application en ligne au début des taxis en ligne là. La première fois, j'étais dans un coin où je devais me déplacer, mais il n'y avait pas de taxi. Donc, du coup, je me suis connecté, j'ai téléchargé l'application. Déjà, ils m'ont demandé mon adresse mail, mon numéro de téléphone, et puis je devais faire une confirmation par email, pendant que j'ai besoin du taxi dans moins de 10 minutes. Mais j'ai fait l'effort, j'ai continué l'expérience. Arrivé à un moment, je clique sur le clavier, mais je n'arrive pas à saisir, puisque dans leur interface, le clavier ne sortait pas bien, ça n'était pas ajusté. Donc, immédiatement, j'ai laissé l'application. Je pense que je ne me suis plus jamais connecté dessus. Et j'ai utilisé immédiatement une autre application qui a permis de pouvoir avoir un taxi rapidement. Tout ça pour expliquer que c'est important de pouvoir étudier, analyser et améliorer l'expérience de tous les utilisateurs pour que tu puisses atteindre tes objectifs business. Donc, c'est en ce sens que c'est important d'avoir une bonne expérience utilisateur. Ça répond à ta question? Oui, ça répond justement à ma question. Par contre, j'ai une deuxième question avant de laisser quelqu'un d'autre poser une question.
comment l'UX designer pourrait justement se positionner sur un projet qui est déjà lancé, c'est-à-dire sur un projet qui a été déjà fait. Comment est-ce qu'un UX designer peut justement se positionner sur ce projet-là? Et bon, juste une parenthèse, je peux demander à Josué de me rendre animateur, s'il te plaît, Josué. Merci. Donc, on y va. J'ai un retour, je ne t'entendais pas bien. OK. Donc, je reprends ma question si tu veux. Oui. C'est bon? D'accord. Donc, je demandais sur un projet existant déjà, comment est-ce que le UX designer se positionne sur ce projet-là et qu'est-ce qu'il apporte encore comme valeur ajoutée? Merci. OK. Si le projet existe déjà, il y a toujours de la place pour un UX designer. Je pense que le positionnement que le UX designer occupera sur un projet existant, c'est déjà de faire l'audit, de voir en tant qu'utilisateur, dans un premier temps, comment le projet marche, de voir avec les autres utilisateurs quels sont leurs soucis ou bien comment ils utilisent cette solution en fonction des observations qu'il fera et en fonction de l'objectif que le client aura défini. Je pense que l'UX designer peut remettre en place toutes les étapes qu'on a citées tout à l'heure pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur. Donc, c'est pour dire qu'un projet soit déjà conçu ou qui débute, le UX designer a toujours sa place dans le flow. OK, donc je laisse la latitude à tous ceux qui veulent poser des questions de les poser maintenant. Vous ouvrez votre micro, vous posez les questions. Mais avant ça, il faudrait regarder dans la discussion. Je pense qu'il y a déjà des questions là-bas. Je check rapidement dans la... Attends, une minute, j'arrête mon écran. Et puis je check dans les discussions. On me demande... attends, je commence par le bas. C'est quoi la différence majeure entre un dev designer utilisateur et un dev front-end? C'est un peu ça la question de Ange. Bon, déjà, dev, designer, utilisateur, je ne comprends pas trop. Mais, et puis dev front-end, je veux dire, je pense que concernant les devs, je pense qu'il y a les fronts et il y a les backs. Les fronts qui s'occupent de tout ce qui est implémentation et puis intégration, tout ce qui est visuel, et le back, tout ce qui s'occupe de... Le back, je pense qu'ils sont sectionnés en plusieurs personnes, tout ce qui s'occupe de l'architecture et de tout ce qui se passe en arrière. Mais je n'ai pas bien compris dev, design, utilisateur. Peut-être qu'il voulait demander quelle est la différence entre un web designer et un UX designer. OK. La différence entre un web designer et puis un UX designer. Bon, je vais dire, les UX designers sont, même dans le UX designer, dans le UX design, il y a plusieurs métiers à l'intérieur. Mais je pense que le UX designer, son objectif, c'est de pouvoir mettre l'utilisateur au cœur de la réflexion afin de lui apporter une expérience optimale. Mais concernant le web designer, je pense que les web designers, c'était les tout premiers noms. Et le web designer, à l'époque, il avait la capacité de pouvoir faire du design, du front et du back. Je pense que maintenant, maintenant, ces métiers sont un peu plus séparés et chacun embrasse une spécialité à l'intérieur. Mais web designer, je pense que c'est il y a longtemps que les gens utilisent plus ce truc. Je vois pas. Quel outil permet de concevoir des scénarios? Quel outil permet de concevoir des scénarios? Est-il payant? Noël, est-ce que j'ai la possibilité de partager des liens après?
qu'on appelle dev design utilisateur. Je ne comprends pas. Il dit quelle est la différence entre dev design utilisateur et dev front-end. Moi, je comprends. Noélie, tu penses que je peux partager des liens après sur les outils? Il y a Arnaud Yao qui demande s'il y a des outils pour concevoir des scénarios d'utilisateurs gratuits. C'est possible de partager des liens après? Oui, c'est possible. C'est possible. Tu peux le mettre déjà dans la description de la vidéo. Je vais mettre des liens. Oh, parfait. En quoi l'UX diffère des autres disciplines de conception? Comme son nom l'indique, c'est très simple. C'est que c'est l'utilisateur qui nous intéresse en premier. C'est le ressenti de l'utilisateur qui nous guide dans la réflexion. On a parlé de wireframing. Wireframing, je veux dire sketch wireframe. Wireframe, il y en a plusieurs types. Il y a des wireframes qui sont, disons, je veux dire, des wireframes juste basiques. Attends que je trouve des wireframes. Je partage mon écran tout à l'heure. Les wireframes, il y en a plusieurs types. Il y a des wireframes simplement en croquis, comme il y a des wireframes un peu plus élaborés. Attends, je partage mon écran, tu vas voir un peu la différence. Il y a des wireframes qui ont l'air d'être des maquettes limites, au fait. C'est juste la couleur qui manque. Je partage quoi? OK. Comme je disais, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. OK. Là, principalement, on a un wireframe qui ressemble à un brouillon. Il y a des wireframes qui vont jusqu'à ce type-là, au fait. Ça, c'est un type de wireframe aussi. Il y a plusieurs versions. En fonction du délai de ta compétence, tu produis le wireframe qui te convient, en fait. Si c'est très rapide, tu peux produire un wireframe dans ce titre-là. On comprendra bien que ici, c'est des images, ici, c'est des textes, ici, c'est des blocs, ici, c'est des logos. Ou si tu as le temps ou que tu es très efficace, tu peux produire des wireframes un peu plus poussés, comme ça. Voilà un exemple de wireframe assez poussé. Ça, il n'a pas mis d'information, mais c'est un wireframe, c'est un type de wireframe aussi. Mais c'est assez poussé, il manque juste les couleurs, en fait. J'espère que je réponds à ta question. Oui, le wireframe, c'est le squelette du design. Gongo Digital dit qu'il n'entend rien. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'on a d'autres questions? Le prototypage. OK, tu n'as pas bien compris sur le prototypage. Le prototypage, c'est de pouvoir faire... Attends, je repartage mon écran. Le prototypage, c'est simple.
c'est pour pouvoir permettre au client de pouvoir voir comment son application pourrait fonctionner sans qu'on ait à développer, sans qu'on ait à faire appel à des fronts ou à des backs ou à des devs de manière générale. On a la possibilité de simuler beaucoup d'actions. On peut simuler une action de connexion, on peut simuler une action d'inscription, on peut simuler une action de déconnexion. Il y a plein d'actions qu'on peut simuler au niveau du design, au niveau du prototypage. Ce qui est intéressant avec les prototypages, maintenant, on a la possibilité même de le visualiser, pas que sur l'ordinateur, mais aussi dans le périphérique, peut-être sur le téléphone ou bien sur la montre. On a la possibilité de visualiser à quoi ça va ressembler. Ça permet déjà, dans un premier temps, de pouvoir tester les fonctionnalités, de pouvoir voir si les fonctionnalités sont bonnes, sont bien pensées et répondre aux besoins du client. Il y a plusieurs outils de prototypage en ce moment. Il y a Adobe, il y a Sketch, il y a Figma. Il y a plein d'outils, il y a plein de communautés aussi qui sortent au niveau des outils de design et de prototypage. J'espère que ça répond à ta question. Allô, je pense qu'il y a une question aussi d'Escan pour toi sur Facebook, puisque la session est rediffusée sur Facebook. Il y a l'un des internautes, Patrick Camenan, qui demande est-ce que pour quelqu'un qui est un développeur back ou front-end, qui arrive à monter une maquette et l'implémenter, faire l'intégration avec le code, est-ce qu'il peut être considéré comme un designer? Et moi, je rajoute pour dire quelles sont les caractéristiques justement qu'on pourrait retrouver chez quelqu'un pour que toi, tu définisses en fait cette personne de designer et même pour aller plus loin de UX designer. De designer. Déjà, pour te définir en tant que designer, il faut pouvoir comprendre et maîtriser les bases du design. Au fait, faire du design sans orientation, c'est assez simple. Je considère, mais ça c'est personnellement pour moi, j'appelle designer celui qui a la capacité de concevoir dans les règles de l'art du design avec une orientation bien précise et afin d'atteindre un but bien précis. Si tu te lèves, que tu prends du bleu, du jaune, du violet, parce que tu sais utiliser l'outil et que le bleu, le jaune, le violet ne correspond à aucun domaine d'activité, ne correspond pas au domaine d'activité dans lequel tu souhaites intervenir, je ne te considère pas comme designer, je te considère comme utilisateur de logiciels de design. Donc, il faudra qu'on puisse différencier les utilisateurs de logiciels de design et les designers. Les utilisateurs de logiciels de design, c'est ceux qui ont la capacité de pouvoir utiliser les fonctionnalités du logiciel. Les designers, ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir utiliser les fonctionnalités du logiciel de telle sorte à atteindre un but et un objectif bien précis, tout en respectant les codes et les règles du design, les règles d'équilibre, les règles d'ergonomie. Donc, c'est important. Je salue tous les utilisateurs de logiciels. Maintenant, pour le premier cas, c'était une personne qui arrive à monter une maquette. Un développeur qui arrive à faire une maquette peut-il se considérer comme UX designer? Ça dépend de comment tu as monté ta maquette. Si tu as suivi au moins les principes que j'ai expliqués tout à l'heure, que tu as réfléchi à l'utilisateur, que tu as eu le temps d'itérer en groupe, que tu as eu la capacité après, derrière, de développer, oui. Mais si tu t'es juste basé sur parce que c'est une application et qu'on doit mettre des composants comme des boutons, tu as juste mis les boutons parce qu'il faut les mettre. Non, tu es encore un utilisateur. Parce que c'est important, le design est orienté au fait, c'est très simple. On part sur un projet qui doit toucher des élèves du primaire. Et dessus, tu nous sors une police bâtonnée, une police luxe. Manuscrit font même, ça passe un peu dans nos primaires. Tu nous sors des couleurs sombres. Voilà, tu nous sors des couleurs sombres. Tu imagines un mur de primaire en noir, en doré, avec du style luxe. Ça ne passe pas. Et ça, en tant que designer, tu as la capacité de savoir ça.
Mais en tant qu'utilisateur, non. Est-ce que ça répond à la question, Noélie? Oui, justement, j'arrive à comprendre la question. J'arrive à comprendre, pardon, la réponse. Par contre, je ne veux pas forcément être seul à beaucoup réagir parce que le thème, pour dire vrai, il est très intéressant et il y a pas mal de questions à poser. Donc, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro ici pour vous qui êtes déjà sur la session Zoom ou pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez laisser un commentaire. Justement, pour revenir, une autre question pour toi. Est-ce que qu'est-ce que tu penses en fait de cette phase-là? Parce que justement, ça devient finalement une phase très importante avant même de coder ou bien même si le code a été déjà fait, c'est une phase qui doit être bien révisée pour pouvoir atteindre la cible, pour pouvoir créer justement ce qu'on appelle l'expérience entre le produit et finalement l'utilisateur. Donc, sur cet aspect-là, comment est-ce que, je prends mon cas hein, pour un développeur, comment est-ce que ce développeur-là pourrait se positionner sur un produit pour pouvoir vraiment toucher cette interaction-là, pour pouvoir produire cette expérience-là entre lui, en se basant justement sur l'expérience utilisateur, sur le UX si tu veux, de manière très pratique en fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner en termes de conseils, en termes d'astuces, en termes de... Parce que tu as parlé de police, tu as parlé aussi de couleurs, donc ça fait appel à plusieurs notions, donc je souhaiterais être vraiment éclairé sur cet aspect. Merci. Ok, si je veux résumer ta question en tant que développeur, tu souhaites avoir déjà les fondamentaux pour pouvoir faire du design et un peu plus pour pouvoir faire du design d'expérience. C'est un peu ça. Ouais. Comment on peut faire? Déjà, Mais dans bien un sûr, premier temps, si possible, avant de parler de design d'expérience, on parle de design. On parle déjà de design. C'est vrai que le UX et le UI sont assez différents. Tu pourrais faire du UX sans forcément savoir faire du UI. Tu peux faire du UI sans forcément savoir faire du UX. Ce sont des éléments bien, bien distincts. Il faut bien comprendre qu'il y a la conception de l'expérience utilisateur et puis il y a le design de l'interface. Si tu veux faire de la conception de l'expérience utilisateur, il faut déjà avoir la capacité, le premier mot que tout le monde dit, il faut avoir l'empathie de l'utilisateur. Il faut pouvoir te mettre à la place de l'utilisateur tout en tenant compte des objectifs du client, des objectifs business du client. Et il faudrait déjà cultiver cet élément-là. Et si tu cultives ton empathie, tu as la possibilité derrière maintenant de pouvoir bosser les différentes étapes pour avoir le niveau du UX designer, en fait, qui pourra être favorable, qui pourra te faciliter les choses dans ton développement. Mais c'est important de partir à la base, de reprendre la base. Maintenant, si c'est concernant le design d'interface, là, tu ne peux pas échapper. Avant de dire que tu es designer, il faut commencer par la base. La gestion, la compréhension déjà du design, la compréhension des couleurs, la compréhension des polices, la gestion des espaces. Il y a plein d'éléments comme ça qu'il faut connaître pour pouvoir faire du bon design. Et puis, il faut comprendre la psychologie derrière. La psychologie derrière. Quand je parle de couleurs, tu ne peux pas utiliser n'importe quelle couleur pour n'importe quel projet. Il faut pouvoir comprendre la psychologie des couleurs derrière. Donc, commence à te mettre aux fondamentaux. Et puis, je pense que te connaissant, je sais que ça va vite passer. Moi, oui, bonsoir Kouka, tu peux poser ta question s'il te plaît. j'entends des designers d'interface dire qu'ils ont fait tel ou tel design. Maintenant, celui en question qui ne peut pas introduire ça et ça. Donc, je me demande, quand tu fais le design d'interface, pour que ça soit un peu plus fluide pour celui qui va essayer de coder, quelles sont les règles à suivre dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je n'ai pas bien compris le début de la question, mais je pense qu'on va soulever l'élément
collaboration UX, collaboration équipe dev et puis équipe design. C'est un peu ça, Noël, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça? Effectivement. Oui, c'est ça, effectivement. Ok, je salue déjà tous les développeurs que tous les designers ont déjà fatigués. En tout cas, soyez salués. Cette collaboration se fait dès le départ. Quand on débute un projet, c'est important d'impliquer aussi bien les designers, les développeurs et le client. Et pendant que le projet se produit, quand on fait les brainstorming sur les idées qu'on souhaite développer en tant qu'équipe design, c'est important d'avoir les retours de l'équipe dev pour savoir c'est quoi leur capacité à implémenter ce que les designers ont décidé ou bien jugent bon pour l'application. C'est pour éviter ce genre de frustration ou bien ce genre de couac entre l'équipe design et l'équipe dev. C'est simplement par le processus de collaboration, dans un premier temps. Le processus de collaboration. Un exemple tout simple. Moi, en tant que designer, comme je me suis bien réveillé et que je suis très inspiré, mon bouton de validation aujourd'hui, là, il doit faire 15 tours et puis finir avec 2 étoiles. Et c'est ce que je vais présenter. Comme moi, je suis en relation avec le client et que le dev n'est pas forcément dans le processus, je vais présenter au client et quand on revient sur le dev, ça devient compliqué. Autant on aurait pu sauter cet élément-là si tu voyais le dev pour dire « Ah, aujourd'hui, j'ai une idée ». Dans le brainstorming, tu dis « Ah, je présente le projet. Mon bouton, là, il va partir 3 fois à gauche, 2 fois en bas et puis il va faire 2 feux d'artifice avant de mettre OK ». Et puis le développeur va te dire « En fonction des compétences que j'ai, en fonction du délai du projet ou bien en fonction des contraintes que je rencontre, c'est possible de le faire ou c'est pas possible de le faire. » Je pense que quand le niveau de communication entre les équipes est déjà bien établi, c'est plus facile d'éviter les frictions. Maintenant, il y a le deuxième élément qu'on rencontre en général avec les développeurs, c'est l'utilisation des ressources. L'utilisation des ressources. Pardon, donne-moi, c'est quoi la police que tu as utilisée? C'est quoi le dégradé qui est derrière? Là, maintenant, il y a plusieurs outils qui mettent à disposition. Adobe XD fait ça. Il y a, je pense, Zeppelin qui fait ça très bien, qui donne même quelques lignes de code. Il y a beaucoup d'utilitaires comme ça. Je pense que je vais partager ça avec Noélie qui va mettre ça dans les liens. Mais pour répondre à ta question de manière très simple, pour que la collaboration soit fluide avec toutes les équipes qui se passent sur un projet, c'est important de pouvoir affiner la communication, que la communication soit instantanée, que la communication soit continue et que la communication soit fluide entre les différentes équipes, afin qu'il n'y ait pas de déphasage avant d'arriver chez le client. Est-ce que ça répond à ta question? Effectivement, ça répond. Merci beaucoup. Attends, excuse-moi, tu es designer ou tu es développeur? Bon, moi je suis designer. Ah, tu es designer. Ok, donc arrête de faire souffrir les développeurs. Oui. Je pense qu'il y a Merci. il y a une question dans la file de discussion qui demande quelles sont les erreurs, justement, de Luc Afo, qui demande quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on débute un projet. Quand on débute un projet, les erreurs à éviter, c'est de confondre la vitesse et la précipitation. C'est important, quand tu débutes un projet, de pouvoir cerner l'ensemble du projet, de pouvoir cerner les objectifs du client avant de pouvoir décider de pouvoir te lancer dans le projet. Et même quand tu te lances dans le projet, c'est important de brainstormer beaucoup avec les équipes qui vont s'occuper du projet, je suppose les équipes dev et les équipes design. C'est important de pouvoir brainstormer. Et comme je dis, tout part de la communication. Tout part de la communication entre les équipes. La communication, la procédure de travail, il faut définir une très bonne procédure de travail. Si toi, tu dis, si vous, dans votre équipe, vous décidez que dès que vous voyez le client, vous lui faites des propositions, vous tous vous êtes entendus dessus, vous tous vous allez dans le principe. Si vous vous dites que quand vous voyez le client, vous analysez son besoin, après vous partez le voir 4 fois avant de pouvoir débuter le projet,
c'est votre méthodologie de travail, mais définir une méthodologie de travail qui soit, que tout le monde puisse suivre. Avec la communication, ça devrait passer. Donc, en début de projet, c'est important le rendez-vous avec le client pour prendre le brief. Ne pas laisser, il y a deux options, il y a plusieurs types de clients. Il y a le client qui a son idée, je veux faire une application qui va sur la Lune. C'est toute son idée qui est là. À vous, en tant que designer et en tant que développeur, de pouvoir ressortir le comment tu veux partir sur la Lune. Est-ce que tu veux partir d'Abidjan ou bien tu veux passer par telle ville avant de décoller pour arriver sur la Lune? Il va te dire non, je veux partir d'Abidjan. Donc, c'est important de pouvoir déceler à travers les différentes questions que tu vas lui poser. Je vais dire les éléments indispensables pour faire un cahier de charges, en fait, qui pourra permettre de te définir les fonctionnalités que tu vas mettre en place, le temps que tu vas mettre, le coût que ça va prendre. Donc, premier contact, je résume. Pour éviter les couacs dans un projet, à mon avis, dans un premier temps, il est important de faire l'interview client. Qu'elles sont en présentiel ou qu'elles sont en ligne, ou bien qu'ils soient présents ou qu'ils soient en ligne, c'est important de bien faire le brief de départ. Si vous rencontrez un client qui sait exactement ce qu'il veut et où il veut partir, c'est bien. Si vous rencontrez un client qui sait c'est quoi juste l'idée de départ et l'idée de fin, c'est important que vous puissiez l'amener à pouvoir expliquer tout son projet. Parce que s'il n'explique pas tout son projet, vous n'allez pas savoir c'est quoi le livrable, vous n'allez pas savoir le temps que vous allez mettre sur le projet. Ça sera compliqué. Maintenant, quand on sort de chez le client, en équipe, en interne, c'est important déjà de définir le processus, de définir la manière de communiquer et de rester en communication constante concernant le projet. Je pense que si tu respectes déjà ces premiers éléments, ton projet est sur les rails. Est-ce que ça répond à la question? Ok, je pense qu'il y a encore une question. Hein. Tu peux me donner les questions vu que je ne les vois pas là. Bon. Ok, dans la discussion, quel conseil justement pour... Je n'ai pas entendu la fin de la question. Allô, je ne sais pas si tu m'as entendu. Non, je t'ai perdu. Vas-y, tu peux reposer. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui envisage faire du design? Quel conseil je donne à quelqu'un qui envisage être designer? Ok, je vais commencer sur le plan, est-ce que je vais dire émotionnel? Bon, je vais dire sur le plan mental. Comme toute activité, il faut être passionné. Il faut être passionné par le design, que ce soit du design, que ce soit interface ou design tout simple, ou design d'architecture, ou bien n'importe quel design tu souhaites faire. Il faut être passionné dans un premier temps, parce que c'est la passion qui te permet de ne pas compter tes heures de formation, de pouvoir bosser, t'accrocher, faire face au feedback et autres. Il faut être déjà passionné. Et si tu veux rentrer dans le design, que ce soit le design d'interface ou le design tout court, il faut commencer par les bases. C'est important de commencer par les fondamentaux. Apprendre à gérer les espaces, apprendre à gérer les polices, comprendre quelle police est utilisée pourquoi, comprendre quelle couleur est utilisée pourquoi. Au fait, c'est très simple. Il y a des gens qui se disent que pour apprendre à faire du design, il faut pouvoir faire le photomontage où ils ont mis 4 personnes et 4 têtes et puis... non, pardon, je reprends. Les gens se disent que quand tu dois commencer à faire le design, il faut que tu mettes ta main en feu et puis ta main en glace. Je sais que tous les designers qui ont débuté ont fait ça. Ce n'est pas forcément ta main en feu, ta main en glace qui est l'objectif. L'objectif, c'est de passer le message. Si ton message, c'est de pouvoir dire bonjour aux gens, que ton design bonjour est visible pour la cible, c'est bien. Après, tu peux agrémenter la chose avec de bonnes dispositions, de bonnes polices, mais c'est important de faire simple déjà
avant d'aller faire compliqué. Donc, pour un designer, premier point, quelqu'un qui veut devenir designer, il doit être passionné et apprendre les fondamentaux et puis après choisir son orientation. Parce que dans le design, il y a des gens qui sont spécialistes en design d'interface. Il y a d'autres qui sont spécialistes je vais dire quoi, qu'est-ce qui me vient, design d'architecture. Il y a d'autres qui sont spécialistes en retouche photo. Il y a d'autres qui sont spécialistes, ils ne sont pas photographes, mais sont spécialistes en retouche photo. Il y a d'autres qui sont spécialistes en retouche d'image. Il y a tellement de catégories à l'intérieur du design que c'est important de choisir son orientation. Donc, c'est ce que je peux dire pour quelqu'un qui veut déjà commencer à faire du design. Et puis, beaucoup pratiquer. Beaucoup pratiquer, avoir l'esprit. Je n'ai pas compris. On avait une question? Donc, je reviens. Beaucoup pratiquer, beaucoup exercer, ouvrir son esprit, beaucoup observer, comprendre les mécanismes. Quand tu vas dans un coin dans un coin de luxe, regarder les codes, savoir quelle couleur tu rencontres très souvent, savoir quelle police ils utilisent. Quand tu arrives dans un domaine de digital, savoir quelle couleur. Quand tu arrives dans un domaine de formation, savoir quelle couleur, quelle police, quelle icône on utilise. Essayer de définir, essayer de deviner, de comprendre les codes dans chaque domaine. Puta. Apparemment, on a un troll. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Monsieur Gueye. C'est Monsieur Romba Epafras. J'ai une question. J'ai une question pour vous. Au fait, j'ai eu à collaborer. On a la possibilité de l'éjecter. C'est bon maintenant? André, c'est un spammeur. C'est un spammeur. No hablo tu idioma, concha tu madre, me respeta la mierda, weón, culiao. No hablo tu idioma. Néo, ici, c'est possible de le faire, de le mettre dehors. Il faut le mettre dehors. No hablo tu idioma. No hablo tu idioma. Bro, lo lamento, pero no hablo tu pinche idioma. No hablo tu idioma. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Monsieur Gueye. C'est Epafras Romba. Je suis développeur. Au fait, j'ai deux à trois questions pour vous. Au fait, j'ai eu à collaborer avec plusieurs équipes où, par exemple, nous, les développeurs, c'était nous qui étions chargés, par exemple, on travaille directement sur le projet et puis on réfléchissait directement sur comment designer telle chose, telle partie, pendant qu'on développe. Donc, j'ai eu à faire ça avec plusieurs équipes, mais ça nous prend assez de temps. Développer en même temps, réfléchir au design. Après, on fait un bouton, on voit que non, ce n'est plus bon. On essaye de changer, on change les couleurs, tout ça. C'était nous qui faisions tout ça. Donc, je voudrais savoir, avec ton expérience, comment tu peux inciter les entreprises ivoiriennes et les responsables d'entreprises informatiques à chercher des designers comme vous pour aider les équipes de développement. Maintenant, je voudrais... Comment on pourrait inciter les entreprises à pouvoir trouver des designers? Oui, ou à embaucher plusieurs designers comme vous. Ok, je pense que déjà, pour répondre à ta question, le fait que certaines entreprises emploient que des développeurs, ça dépend de leur utilisation des ressources. Ça dépend de leur cuisine interne et ça dépend de leurs moyens, de leur capacité. Ce que nous, on peut faire en tant que designer et en tant que UX designer, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens qui sont déjà menées, c'est de pouvoir faire connaître
et de pouvoir valoriser le métier. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je participe à ce live-là, en fait. C'est dans l'objectif de faire comprendre aux personnes, déjà aux développeurs ou aux employeurs, que le métier de UX designer, ce n'est pas seulement la hype, c'est un métier qui impacte vraiment. C'est un métier qui impacte, et si on calcule le temps que vous avez pris à réfléchir, à implémenter, à changer un bouton et à développer, je pense qu'on aurait pu avoir un gain de temps si vous avez pris un designer qui avait prototypé la solution ou un UX, parce que ne vous dites pas encore, UX designer puis UI designer, c'est deux métiers différents. Pour le moment, on le fait en un, mais c'est deux métiers différents. Et à l'intérieur de UX et UI designer, il y a encore des sous-métiers. Il n'y a pas de sous-métiers, il y a encore des métiers à l'intérieur. Donc, déjà, on essaie de faire connaître l'activité, on essaie de faire connaître le métier, on essaie de faire comprendre l'impact et l'importance de notre existence et le fait de pouvoir nous associer dans la chaîne de développement et de développement de solutions web ou de développement d'expériences utilisateurs. Donc, c'est que comme ça, quand les gens, je pense qu'au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre l'importance du UX designer et du UI designer dans une entreprise. OK. Merci. Je vais passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est de savoir combien un designer peut gagner pour un projet basique ou moyen. C'est tout. C'est ma dernière question. Ok, je ne pourrais pas répondre directement à ton truc parce qu'il y a à ta question, parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a déjà la nature du projet, l'estimation que le designer fera du projet, l'estimation que le designer fera de ses compétences, l'estimation que le designer je vais dire d'abord le designer, fera de l'estimation de ses compétences. C'est ces trois éléments ensemble, je pense que c'est ces trois éléments-là qui déterminent le prix du designer. Donc, il n'y a pas un prix de designer standard. Il n'y a pas un prix de designer standard. Ton projet le plus moins cher, où tu as pris le prix, juste pour savoir. Non, je ne suis pas fort en chiffres, surtout je ne suis pas fort en chiffres en ligne. Ok, merci beaucoup, c'est tout, merci. Mais il faut savoir que tout ce que je peux te dire, c'est que un bon travail, le travail bien fait, a un prix. On a d'autres questions? Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va terminer dans exactement 19 minutes à 30. Du coup, je pense que il y a la question, pardon, Moi, j'ai une question. Rémunération qui est ressortie. La question Donc, de c'est important de vraiment nous clarifier. Est-ce que c'est un métier qui nourrit son nom? Est-ce que c'est un métier d'avenir? Et je combine en même temps avec une question que nous avons vue sur Facebook, de savoir quelle est justement la future approche en fait du UX design. Quelles sont les futures tendances en termes de UX design? Je vais commencer par, est-ce que c'est un métier d'avenir? Oui, c'est un métier d'avenir. Et je pense que c'est un métier dans lequel il y aura encore beaucoup de spécialités à l'intérieur. Il y aura énormément de spécialités. Je pense que c'est un métier d'avenir pour ceux qui voudront bien s'accrocher à ça. La deuxième question, c'était quoi? Rappelle-moi la deuxième question, s'il te plaît. Les tendances, quelles sont les futures tendances justement dans le UX design? Dans le UX design, non, je vais dire dans le UX design, je ne sais pas si j'en pourrais parler de tendance. Dans le UX, dans la partie réflexion de l'expérience, je pense que ce n'est pas des tendances, ce sont des méthodes qui sortent. À un moment, on entendait parler de Spring Design. Après, on a entendu parler de Learn UX, c'est ça. Après, ouais, c'est ça. Il y a plutôt développement agile, développement du Scrum, de l'agile, du design thinking.
je ne veux pas dire que ce sont des, là, je ne sais pas si c'est des tendances, mais je vais dire que c'est des manières de procéder. Mais ça reste toujours avec le même esprit. Regarder, comprendre, analyser, proposer et reprendre. Parce que quand tu proposes que ce n'est pas adapté, tu dois pouvoir analyser, comprendre, non, comprendre, observer, analyser, concevoir, proposer et puis reprendre. Toutes les méthodes que je lis, ça se base, il y a d'autres changements, il y a d'autres ajustements, mais ça se base, ça c'est le noyau. Maintenant, en termes de, D'accord. en termes de UI design, il y a beaucoup de tendances graphiques, mais je pense qu'on a eu du néomorphisme, un truc comme ça. Néomorphisme, je ne sais pas si ça va suivre, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vu beaucoup d'applications qui sont passées dessus, mais ça reste toujours une application assez, ça reste toujours du design épuré qui a des couleurs qui sont adaptées au domaine d'activité, des polices adaptées au domaine d'activité. Ça évolue, mais pas, je ne vais pas dire que ça évolue pas grandement, mais la base reste que l'utilisateur ait accès à son information facilement, sans trop de friction, sans avoir à chercher. Parce que ton utilisation, que ton interface soit extrêmement belle, extrêmement technologique, si ton utilisateur ne sait pas où on clique pour avancer, je pense que tu ne pourras pas atteindre ton but, quoi. Et puis, je disais encore l'impact. D'accord. Je voulais revenir sur l'impact du UX. Tu peux faire un site qui est super bien référencé. Tu investis beaucoup dans ton référencement. Dès qu'on tape A, c'est le nom de ton site qui sort. On n'a même pas encore fini de taper les autres, c'est le nom de ton site qui sort. Tu as référencé ton site. Mais dès qu'on clique sur ton site là, ton site n'est pas agréable, on n'arrive pas à rentrer, on n'arrive pas à avoir l'information. Les informations ne sont pas bien arrangées. La manière de parler, comme si on veut parler de UX, on ne fera pas tout de suite. La manière même de parler sur ton site, c'est un travail, les UX writer. Il y a la manière de disposer, comment il a accueilli, le temps de latence. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui peuvent faire ton utilisateur va disparaître. Donc, malgré tout l'argent que tu aurais investi dans ton référencement, si l'utilisateur n'arrive pas à adhérer directement à ta page quand il se connecte ou bien à trouver des réponses aux problèmes qu'il a, il va se déconnecter et puis il va venir rarement parce qu'en vrai, il y a d'autres sites qui proposent mieux. Il y a une autre question? Oui, je pense qu'il y a... D'accord, c'est super. Oui, moi j'ai une question. D'accord. En fait, il y a une application qui nous permet de faire du design d'interface. Maintenant, je sais aussi que ces différentes applications-là ont certainement une spécificité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si tu utilises Adobe XD, c'est dans quel contexte est-ce que tu utilises XD ou bien Sketch ou bien Figma, tout ça? C'est dans quel contexte précisément? Plus productif et plus rapide, en fait. Je pense que ça a été haché. Je vais essayer de résumer pour voir si j'ai bien compris. Tu me demandes, est-ce que en fonction du besoin, j'utilise une application spécifique? Effectivement, c'est ça. OK. Si les applications sont similaires, par exemple Adobe XD, Figma ou Sketch, j'utilise l'application que je maîtrise le mieux déjà, tu vois. L'application que je maîtrise le mieux, si c'est pour répondre aux besoins de design d'interface et de prototypage, je vais utiliser Adobe XD. C'est Adobe XD que j'utilise principalement. Mais je regarde Figma, c'est pas mal. Chacun arrive à s'en sortir quand il maîtrise son logiciel. Donc, il n'y a pas forcément, pour moi, il n'y a pas de meilleur logiciel. Il y a une meilleure façon d'utiliser le logiciel. Et ce n'est pas parce que tu es sur un projet de e-commerce que tu vas utiliser Figma. Et puis, sur un projet de construction, tu vas utiliser Adobe XD. Non, ce n'est pas ça. Tout ce qui est un projet qui concerne de la conception d'interface utilisateur, tu utilises ton logiciel de conception d'interface utilisateur que tu maîtrises le mieux.
Maintenant, concernant les autres outils d'Adobe, là, c'est différent. Tu ne vas pas venir faire des plaquettes dans Adobe XD. Non, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Ok, moi j'ai une question. Je vous Allez-y. écoute. Oui, bonsoir, bonsoir. En fait, je viens de vous prendre en cours, mais j'ai écouté un peu cette intervention. Toujours pour rester dans le domaine des logiciels, j'aimerais savoir parce que parfois je vois des offres d'emploi de UX design, puis je vois certains logiciels comme XD et autres, et puis je vois souvent InVision. J'aimerais savoir exactement ce qu'on fait avec ce logiciel-là. On fait du prototypage. Du prototypage. Au Comme début, XD ou quelle est la prototypage. différence entre InVision et XD? Bon, je pense que maintenant, ils sont similaires. Mais ça c'est un avis très personnel. Je pense que InVision a plus d'options pour le prototypage. Et quand je dis prototypage, c'est pour les animations du prototypage. D'accord. Sinon, dans la conception, dans la conception, presque toutes les interfaces presque tous les logiciels ont à peu près la même interface, ont à peu près les mêmes interfaces. Mais InVision était à la base, si je ne dis pas de conneries, c'était à la base avec Sketch. Sketch était l'un des premiers logiciels de prototypage qui ne marchait que sur Mac. Je m'en souviens parce que à cause de Sketch, j'ai bien Mac. Donc InVision était un plugin, je pense, de Sketch, si je ne raconte pas de conneries. Mais je sais qu'InVision maintenant est un logiciel à part entière qui doit faire du prototypage. Est-ce qu'ils font aussi Est-ce qu'ils font du design? Oui, je pense que InVision fait du design. Mais c'est un logiciel très connu qui fait de très bonnes animations. Ouais, ils font du prototypage. Rapidement, je vois Ils font du prototypage, mais ils font de très belles animations. Franchement, en termes d'animation, c'est top. Mais je pense qu'ils font du design aussi. Et puis maintenant, ils arrivent à fournir des codes. Donc, c'est un peu ça. InVision, quand je l'ai connu, il faisait que du prototypage. Ah, d'accord. Maintenant, je pense qu'il fait du design quand je regarde. Et je ne sais pas je pense qu'il n'est plus affilié à Sketch. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est juste sa spécialité, c'est sur les animations. Je ne vais pas te dire juste sa spécialité sur les animations parce que là, quand je regarde la démo, là, je pense qu'il fait aussi du design d'interface. Ah, d'accord. Mais il y a longtemps, je ne l'ai pas touché sur le design. Donc, je ne vais pas te donner des informations très sûres. Mais dans la démo, je vois qu'il fait du design d'interface, mais sa spécialité reste toujours le prototypage. C'est fort en prototypage, en tout cas. Ok, Ok. bonsoir. Merci. Deux dernières questions. Je prends... Oui, je pose ma question maintenant. Non, Ok. Jacob, s'il te plaît, Jacob, tu vas patienter certainement que tu seras le troisième sur la liste. Je vois Sablin qui a une question. Après lui, il y a Alain, Yeo et Jacob, tu seras le troisième. Et après, on prend le mot de fin justement de Descan. Descan, je tiens aussi à souligner que dans ton mot de fin, il faudra prendre en compte les réalités pour des start-upers qui sont on va parler ivoiriens, qui sont dans la galère, tu vois, qui n'ont pas la possibilité de toucher toutes ces compétences-là, comment est-ce qu'ils procèdent. Mais je te laisse déjà réfléchir là-dessus pour ton mot de fin. Sablin, tu ouvres ton micro, tu peux déjà poser la question. Alain, tu te prépares et justement, Jacob, tu termines. Merci. J'attends. Allô? Allô? Oui, allô, j'attends la question. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir d'abord. Bonsoir, monsieur. C'est Sablin. Moi, j'ai une suggestion en fait. J'ai une suggestion et après tu verras, tu nous diras en fait est-ce que c'est réaliste. Moi, je pense que les designers UX et UI doivent comment on dit ça, s'intéresser un peu à l'intégration en fait.
L'intégration dans le sens de l'intégration de projets UX, en fait, UX, UI. Dire qu'ils ne fassent pas seulement que du design. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est seulement que du design, en fait. Parce que pour moi, quand on allie les deux, c'est-à-dire le design et l'intégration, Oui. ça permet de savoir, en fait, comment le développeur à côté doit interagir. Comme ça, tu es un peu plus, tu es un peu plus réaliste, en fait, en faisant le design. Parce qu'il y a des gens qui vont, pendant un projet, ils vont aller te faire un design qui te permet d'aller sur la Lune et qui revient. Pendant que c'est pas pour le développeur, c'est pas vraiment quelque chose qui est faisable en fait sur le champ ou qui va mettre peut-être énormément de temps. Donc pour moi, quand on s'intéresse un peu à l'intégration, ça permet d'être un peu plus réaliste. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Et OK. voilà. Bon, Je vas-y. peux intervenir là? Oui, Ou oui, tu as oui, oui. d'autres questions? Non, c'est bon, c'est bon. OK, il y a pas de souci. Je pense que je n'ai pas besoin de trop deviner. Je sais que tu es un développeur. Bon, disons ça, ouais, un peu. Je salue ton designer qui te fatigue. Tu lui dis que je le salue parce que dans ta voix, il a l'air de vraiment te fatiguer. OK, on va partir sur deux principes. On va dire que ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal qu'un designer sache développer. On va dire que ça serait l'idéal. Comme ça serait aussi l'idéal qu'un réparateur de voiture sache construire une voiture. Est-ce que tu vois un peu le contraste où on est en train de partir? C'est bien. Déjà, donc, Moi, je parle pas parce que intégration, pour moi, c'est pas forcément développement poussé, c'est juste s'intéresser à comment passer du design, juste le pas entre le design et l'implémentation, en fait. Pour moi, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends ta difficulté pleinement parce que c'est un débat qu'on a depuis des lustres. Oui. Je pense que c'est l'alliance entre les designers et les développeurs. C'est que les développeurs veulent devenir designers, les développeurs doivent devenir Voilà. designers, les designers doivent devenir développeurs aussi. Voilà. Il Parce doit avoir un que peu, en fait. Ouais. si je me pose dans le sens inverse, non, je suis dans le sens inverse. Euh, Est-ce qu'on peut demander aux développeurs, ils n'ont qu'à venir faire un peu de design pour savoir que Ouais. c'est intéressant de mettre de belles interfaces, tu vois, non? Oui, c'est clair. Moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, Pour ça, je suis très je d'accord. vais pas dire, je dis dans l'idéal, ça serait vraiment un plus pour un designer d'avoir des notions d'intégration. Ce sera l'idéal, le designer parfait. Mais ces deux métiers, disons déjà que c'est deux métiers différents. J'ai répondu à cette question. Le problème que tu as avec peut-être l'équipe de design, c'est un problème de collaboration. Déjà, dans un premier temps. Avant même de dire que le designer doit pouvoir maîtriser une partie de ton métier, que toi, tu dois maîtriser une partie de son métier, c'est la collaboration. Quand vous partez sur les projets, comment vous gérez le projet? Quand le designer décide de se lever pour faire un bouton qui t'emmène sur la Lune ou bien qui fait des feux d'artifice, est-ce qu'il discute avec toi, le développeur, pour te dire, voilà l'idée que j'ai. Tu penses que selon les délais et selon le temps qu'on a et selon les compétences que tu as, est-ce que ça passe? C'est en ce sens qu'on fait des brainstorming quand on part sur un projet, pour pouvoir inviter toutes les parties du projet à donner leur avis. Déjà, ne serait-ce que sur le début. Quand on finit d'avoir les idées en tant que designer sur comment l'utilisateur doit se comporter, on se retourne vers l'équipe dev qui, à travers ce qu'on a déjà commencé à mettre en place, sait déjà si ça sera un projet qui sera extra lourd ou bien ils auront la capacité de le tenir. Ça, c'est dans un premier temps au départ du projet, de la collaboration. Même quand le designer finit de bosser, que c'est validé, que son projet est, qu'il n'a pas fait le bouton qui va sur la Lune, mais il a mis dégradé dedans. Tu sais, nous, les designers, là, on aime ça.
On a mis dégradé dedans. On dit qu'il ne faut pas en faire sur la ligne, non, mais au moins on a mis dégradé dedans. Dégradé là, si on ne t'a pas expliqué ou bien on ne t'a pas donné les ressources nécessaires pour que tu puisses gérer le dégradé, vous les développeurs, là, vous aimez ça. Si elle fait dégrader à gauche, le développeur va faire dégrader à droite. Bon, il va faire dégrader en fonction de comment on appelle ça, de ses compétences. Pourtant, si vous avez trouvé un moyen de pouvoir partager les ressources de manière efficace, par exemple, sur Adobe XD, je pense que quand tu exportes avec les ressources, tu peux directement cliquer pour prendre le type de dégradé, le type de police, télécharger les ressources qui sont à l'intérieur. Si vous avez réfléchi, il n'est pas dit forcément d'utiliser Adobe XD. C'est un processus de réflexion. Je suis déjà passé sur tout. C'est un processus de réflexion, de la réflexion sur comment vous allez travailler. Quand je pense qu'il y avait un intervenant qui était là, je lui ai dit que la communication dans les différentes étapes définit un processus de fonctionnement qui n'est pas forcément facile parce que ça ne se fait pas d'un coup. On essaie un logiciel aujourd'hui, ça passe. On essaie un logiciel qui est mieux demain, ça passe. Quand on commençait le design d'interface, on faisait le design d'interface sur Illustrator. Après, on a commencé à faire le design d'interface sur Adobe XD. Le processus évolue en fonction des contextes, des circonstances, mais c'est important de garder la communication au sein des équipes. Et ça, là, mon manager, c'est ce qu'il nous dit tous les jours. Est-ce que tu penses que ça répond à ta question? Oui, effectivement. Moi, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, chaque jour, on rencontre, c'est des soucis que de l'un ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre, en fait, qu'on rencontre, en fait. Des designers proposent des designs, le développeur, il n'arrive pas forcément à atteindre le rendu qui est... Je te propose un truc. Il y a combien de personnes dans ton équipe chez les designers? Bon, ça dépend du projet, en fait. Ça dépend du projet. Vous travaillez avec d'autres designers ou bien c'est la même équipe de design? Non, c'est pas la même équipe, en fait. C'est pas la même équipe de design. Ce sont des personnes que vous ne connaissez pas physiquement, c'est ça? Ouais, pas forcément. Voilà, c'est ça le truc. Donc, quand vous rentrez sur le projet, comment vous dites que vous travaillez avec eux? Est-ce que vous discutez sur la manière de travailler, d'échanger les données? Oui, en fait, il y a un process qui est, si tu veux, qui est établi. Quand on affecte quand on est disponible, on t'affecte un projet, tu rejoins une équipe sur un projet qui n'est pas forcément, tu n'as pas forcément le même manager à chaque fois. OK. Tu rejoins une équipe qui est sur un projet. Le designer, il peut être en Inde, toi, tu es en France ou en Côte d'Ivoire, l'autre, il est au Canada, et vous devez travailler ensemble, par exemple. Est-ce que quand vous initiez le projet, est-ce que vous discutez sur comment vous échangez les... Au fait, ce que je veux savoir, c'est il fait son truc et puis il te jette ça et puis toi, tu récupères, tu te débrouilles. Non. En fait, le manager, son rôle, c'est d'harmoniser un peu ça. OK. Mais le truc derrière, il faudrait que, par exemple, tu peux tomber, tu peux être aujourd'hui dans un projet où tu es avec quelqu'un qui a le sens de la communication qui est très intéressant et dont vous échangez facilement et bien. Comme tu peux tomber sur quelqu'un qui communiquer, c'est pas trop son truc, par exemple. OK. Normalement, je pense que ce souci-là se règle au niveau des managers, en fait. Ouais, mais quelque part. Ton manager te ramène avec votre processus votre processus. Et c'est en fonction des managers, ils doivent s'associer pour que le processus soit juste. Parce que la finalité de tout, c'est que le projet finisse. Si le designer a fini, que toi, tu es encore dessus, le projet n'est pas encore terminé. Donc, ce que je te conseille, c'est déjà de voir avec ton manager ou bien de définir clairement ta manière de fonctionner ou bien de vous discutez bien avant de commencer le projet sur comment il t'envoie les ressources. Est-ce qu'il t'envoie ça par mail? Est-ce qu'il t'envoie ça par lettre? Est-ce qu'il t'envoie ça sur papier peint ou bien sur quoi que ce soit? C'est important de discuter. Mais je pense que Noélie veut intervenir ou bien tu as une autre question? Non, c'est bon, j'ai fini. Est-ce que déjà j'ai répondu clairement à ta question? Oui, merci pour la réponse et voilà, c'était bon. Du courage, les designers ont t'aime aussi. Comme tu l'as dit, Descan, tu vois, ça c'est les débats qui finissent jamais. On se connaît dans c'est clair. L'idée, c'est de pouvoir se rapprocher davantage. Voilà pourquoi, justement, on invite aussi des UX designers comme toi
pour venir nous sensibiliser et aussi des développeurs pour venir partager justement la galère qu'on a à implémenter des interfaces très belles et en même temps tenant compte de plein d'autres aspects. Donc, moi, je pense que on a dépassé le créneau de 3 minutes. Désolé, quand il s'agit de passion, c'est comme ça que ça se passe. Donc, déjà, ceux qui ont vraiment des contraintes, n'hésitez pas à nous quitter. On ne va pas prendre ça mal. Mais on va permettre de prendre quand même les dernières questions. Il y a Alain Hérault qui peut déjà ouvrir son micro et il y a Jacob Romba qui va terminer. Voilà. Alors, OK. Merci Noélie et merci à M. Gueye. Voilà, c'est vrai que j'ai raté le début de votre formation. Bon, ce que je voulais dire, je voulais peut-être prendre la fin du dernier intervenant. Sa question rejoint et ce que je voulais vraiment poser comme question. En réalité, je me suis dit, pour régler le problème entre les designers et les développeurs, est-ce qu'il ne va pas falloir chercher des outils du genre, c'est-à-dire un outil, quand vous finissez de construire l'interface, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, quand vous finissez de construire... Du coup, tu nous dis une solution, c'est ça? C'est une piste, tu veux nous partager une collaboration? Moi, par exemple, en fait, je cherchais des outils de ce genre. Je me suis, au début, quand j'ai vu les UX et puis les UI design, je me suis dit quand on finit de designer, c'est comme s'il y a un rendu pour les développeurs. Mais je me rends compte que c'est juste l'interface qui est bien belle, tout et tout. Donc, je me dis, la question qu'on peut, peut-être comme les gens de DevOps, comme ils ont réglé les problèmes de développeurs et opérateurs, je me dis, est-ce que pour concilier les développeurs et les designers, est-ce qu'il ne faut pas créer des outils, c'est-à-dire, des plugins, je ne sais pas n'importe quoi, qui permettent chaque fois de prendre, si c'est pour du web, toute l'interface qu'on a designée, que l'interface soit le code CSS et HTML soit généré automatiquement et puis avec quelques retouches, genre en live, quoi. Quand c'est je sais, je comprends. Excuse-moi. Voilà. Je comprends. Je sais que le rêve de tous les développeurs, quand ils sont en face d'un designer et d'un design, c'est d'avoir... Descan, si tu me permets... Descan, si tu me permets, c'est vraiment intéressant de savoir dans quelle catégorie il se trouve, en fait. Parce que là, pour apporter la solution, quand même, il faut qu'on sache si c'est un développeur qui passe, c'est un designer. Là, nous, on est mieux. C'est de quel côté? Pilule bleue ou pilule rouge? Bon, moi, je suis développeur. Okay. Voilà, je suis développeur web. Et donc, quand j'ai commencé à pencher vers le design, j'ai pensé, en tout cas, quand j'ai vu les Adobe XD, Figma et Sketch, j'ai pensé que non, on pouvait créer quelque chose automatiquement, soit en mobile, tout et tout. Parce que quand je voyais les belles interfaces, je me suis dit, ah, voilà ce que je voulais faire. Et quand j'ai fini, je regarde, il n'y a pas de... Quand tu veux exporter, c'est toujours du PNG ou bien... Mais ça sert à quoi? J'ai eu l'impression que non, on perdait le temps à créer des belles interfaces et encore réfléchir à encore comment l'implémenter. Donc, moi, la solution, c'est de trouver est-ce qu'il n'y a pas des plugins pour XD pour convertir directement en mobile, de convertir directement en web ou en Windows Form, je ne sais pas. Je pense qu'il y a déjà des plugins. Ah bon? Ouais, il y a déjà des plugins qui existent. Voilà, moi, ça m'intéresserait. Donne-moi une minute. Où est le truc là? Le premier que je vais citer, c'est Zeppelin, quoi. Je peux partager mon écran? Oui, voilà. Partager, vas-y. Tu peux même écrire dans la discussion, balancer les liens, ça serait les liens, je vais les recenser, puis je vais te donner, tu vas mettre ça dans la description. Que je te retrouve ça rapidement. Écran, c'est quoi l'écran? En attendant que Descan retrouve, ce que je peux dire aussi au niveau de la question d'Alain, il y a déjà effectivement des plugins qui existent. Pour ceux qui font du mobile et qui touchent du Flutter, vous verrez justement que Adobe XD a intégré justement un plugin qui permet de pouvoir customiser, c'est-à-dire de pouvoir transformer en fait l'interface en code source. En fait, tu vois. Mais dans le sens inverse, je pense que c'est un peu plus, on va dire, ça va de soi. Donc, si tu conçois déjà via le code, c'est l'interface qui est tout de suite à côté. Donc, je te passe la main, Descan. Ok, je pense que vous voyez mon écran. Oui, c'est très bon. Oui, on voit.
Ouais, je pense qu'il y a cette solution-là. Quand tu cliques, tu vois directement les codes à côté, au fait. Et je pense qu'il y a même des plugins qui arrivent à exporter qui sont payants. Mais je ne sais pas, comme je ne suis pas développeur, est-ce que ce sont des codes qui sont fiables et faciles à utiliser? Sinon, par contre, je sais qu'il y a déjà des plugins qui arrivent à exporter. Ah, Et c'est ça, comme ça, tu cliques, tu vois directement, à chaque élément que tu cliques, tu vois les codes qui s'affichent à côté. Comme oui, je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être ça. je pense que. Mais il y en a beaucoup, je pense. Il y en a beaucoup, je pense. Je vais chercher. D'accord. Mais OK. après, le problème, c'est quoi? C'est que ça sera bien de chercher avec un développeur. Là, il pourra s'assurer que le code est fiable et que le code est bien, qu'il est exporté. Et De qu'il toute est... façon, il va falloir qu'on ajuste un peu le code et puis ça va passer. Maintenant, tout juste une petite question de curiosité, pardon. Est-ce qu'il t'est une fois passé par la tête de pouvoir essayer de passer cette idée-là qui te trottine dans la tête sur Google pour voir est-ce qu'il y a des plugins qui existent, qu'on pourrait intégrer et tout ça? Juste pour savoir. Moi? OK. Oui, oui. Non, La question non. est pour... Ah, d'accord. Non, ce n'est pas à moi la question, je pense bien. Alain, c'est à toi la question. J'aimerais savoir, quand tu as constaté justement cette difficulté-là, est-ce que tu as pu passer cette recherche-là via Google de manière... Je n'ai même pas cherché parce que quand j'ai utilisé Figma, j'ai vu exporter, je vois PNG, je prends XD. Bon, XD, je n'ai pas touché, franchement. Et comme j'ai un Mac, j'ai essayé le Sketch. Je vois quand je vais exporter, c'est en PNG. Je me dis, mais ça sert à quoi? Donc, j'ai banalisé l'histoire parce que je vois, il y a plein de tutoriels qui sortent dessus. J'ai pensé qu'il y avait un produit fini. Et je me rends compte que non, c'est juste tu dessines la belle interface et puis maintenant tu vas aller réfléchir à comment implémenter avec du CSS qui est compliqué. C'est pour ça on a deux métiers. Nous, on fait le design. Ouais, ça fait deux métiers. Noélie, je pense que M. Alain, est-ce qu'on a répondu à votre préoccupation? Oui, les plugins, ça commence à répondre. Les plugins, comme je ne savais pas que les plugins existaient, moi, je pense que ça commence à résoudre mon problème. Je pense que vous pouvez faire plein de recherches pour voir. Oui, c'est ce que je vais faire. Si vous êtes développeur, vous pouvez tester ça plus facilement. Exactement. Donc, Noélie, on a d'autres questions? Oui. Oui, j'ai une dernière question pour terminer. OK, ma question va rejoindre les différentes dernières questions qui ont été posées. Au fait, il y a une question que je me posais depuis longtemps, c'est de savoir, parce que vous avez bien dit qu'il y a des plugins qui permettent de gérer du code CSS, HTML. Au fait, ma question s'adresse à tout le monde. S'adresse à tout le monde. Si vous aussi, vous pouvez répondre, mieux m'éclairer. Je voudrais savoir si dans peut-être 5 à 10 ans, est-ce qu'on pourra se passer des développeurs front-end pour juste laisser la place aux designers avec eux, leurs logiciels, ils pourront tout générer. Est-ce que dans quelques années, on n'aura plus besoin de développeurs front-end avec ces différents plugins-là ou ces différents logiciels? Parce que je me pose cette question-là. Je sais que ça peut arriver, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, dans la question, je suis sûr que tu souhaites que ça n'arrive pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, dans l'intonation de ta question. Je ne sais pas, dans 10 ans, déjà, il faut qu'on soit là. Hein, premier point. Et puis, il faut qu'on soit là. Premier point, je pense que avant, si tu te souviens, il y avait un seul webmaster. Tu te souviens, non? Bon, oui. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mais au début, là, c'était que les webmasters. C'est lui seul, il codait, c'est lui seul, il faisait tout, on ne savait pas. Maintenant, là, il y a des fronts, il y a des backs. Dans back, là, il y a sa spécialité. Dans front, il y a sa spécialité. Donc, je pense que peu importe les années, peu importe l'évolution, en fonction des compétences que tu auras acquises ou des compétences que tu auras adaptées, il y aura toujours de la place. OK. Peut-être ton métier va plus s'appeler front-end, va s'appeler peut-être un autre nom. Mais il y aura toujours de la place. À mon avis, ça, c'est mon avis personnel. OK. Parce que je pense pas que c'est juste des personnes qui ne s'adaptent pas. Moi j'ai peut-être un avis contraire. Hein?
Au fait, Je en peux partager. parenthèse, pour revenir, on peut dire que non, les designers vont tous mourir parce que les développeurs aiment les templates. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les designers vont tous mourir parce que les développeurs aiment les templates. On va dire les designers vont tous mourir parce que non, Ok, ok. ça va. Et puis, Bon, tant que tu t'inquiètes pour les développeurs, faut t'inquiéter pour les designers. bon. Je peux Je intervenir? pense. Ah, d'accord. Allez-y. Alain, vas-y, Je- interviens. Non, c'est Sablin qui intervient. En fait, je pense que c'est quelque chose que peut-être des gens voudront, mais c'est pas possible. En tout cas, pas dans dans ces 10 dernières années qui arrivent. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, même les développeurs, il y a des gens qui pensent il y a des développeurs qui vont disparaître. Parce qu'il y a des langages qui sont en train d'être créés, juste par la parole, en fait, juste par la parole, on pourra écrire du code, en fait. Oui. C'est des projets qui existent, qui marchent, qui sont étudiés dans certains centres de recherche. C'est idem pour les designers. Le métier de design, le métier de développeur front-end, il a son sens, il restera pendant un bon moment parce que il y a cette affinité-là que il y a la génération du code, par exemple, dont on parle, qui est un truc qui reflète pas forcément les attentes des développeurs ou de celui qui est, même ceux qui fabriquent les outils des générations de code, quand on génère le code n'est pas forcément adapté à la plateforme parce qu'on a le matériel qui va le supporter, il y a tout ça. Et c'est difficile d'avoir un truc générique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout le temps, on a toujours voulu avoir des trucs multiplateformes, des trucs de ce genre. Mais ça ne marche pas forcément. Ça marche pas forcément. Il faut très souvent adapter. Par exemple, quand tu dois quitter une application, chez Windows, c'est un peu plus. Quand tu dois quitter une application Windows 10, mobile, desktop ou une application Windows 10 mobile, c'est pas pareil. Souvent, il y a des petites des ajustements qu'il faut faire. Donc, je pense qu'il y a forcément, pareil que chez les développeurs front-end, il y a forcément quelque chose encore à apporter, en fait. Il y a toujours quelque chose en tant que développeur front-end qui peut apporter. Donc, pendant un bon moment, ça risque de ne pas disparaître. Mais néanmoins, il faut s'intéresser aussi à côté à d'autres petits métiers qui sont liés à ton métier pour que demain, si jamais ça tend à disparaître, tu puisses être à jour et toi aussi te renouveler. Ok. C'est le même conseil, voilà. Merci. Donc, s'il Ok, vous on a plaît, quand même, je pense qu'on va essayer de boucler. C'est aussi l'occasion de dire, c'est pas J'avais ma question, s'il vous plaît. si elle n'est D'accord. pas en 30 secondes, assez rapide. Ok, il n'y a pas de problème. Merci déjà. Ma question est relative aux managers de projet, donc les chefs de projet, par exemple. Déjà, je pense que l'objectif de ce que nous sommes en train de faire ce soir, c'est de faire connaître le métier de designer UX un peu plus en Côte d'Ivoire, donc l'intégrer dans la gestion de nos projets. Mais est-ce que, en tant que designer UX, est-ce qu'il vous est arrivé de penser à mettre en place une plateforme à travers laquelle vous allez communiquer non seulement sur ce métier-là, mais après cela, créer un point de contact de telle sorte que peut-être un chef de projet qui est en train de manager un projet qui n'a pas peut-être un développeur, un designer UX qui puisse prendre la tâche avec cette plateforme-là pour pouvoir recruter de façon temporelle un designer pour faire avancer les projets. Parce que très souvent, à l'état actuel, dans la gestion de nos projets, on essaie de faire avec de simples infographes. Vous êtes d'accord avec moi? Là, un infographe, peut-être print, il va s'incarner en designer UX et le résultat est visible. Il y a assez de petits détails qui ne sont pas justes et tout ça. Donc là, je ne sais pas si je m'inscris dans une suggestion, mais l'idée, c'est de vous associer en tant que designer UX, mettre en place une plateforme au travers de cette plateforme-là, vous allez créer une référence où on pourra vous contacter un peu plus facilement.
En fait, moi, je suis développeur et chef de projet. Donc, c'était une suggestion. Merci pour la suggestion. Je sais que Yannick Nguessan a compris, Samuel Lago a compris, les Olivier Anani ont compris. En tout cas, les designers UX, UI, ils ont compris. Merci déjà pour la suggestion. Je pense qu'ils vont voir comment ça peut se faire. OK. Merci bien. C'était quoi la dernière question avec les startups là? Oui, la dernière question avec les startups, et puis après, je reviens sur la suggestion de Jacob. Je dis pour des startups qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des UX designers dans leur équipe, qui sont certainement déjà lancés, quel est le conseil que tu pourrais leur apporter pour rattraper en fait les dégâts et pour leur permettre de bien restructurer en fait leur team pour aborder les projets? Déjà, je vais dire que je vais parler en termes d'expérience. Tu es en train de biaiser l'expérience utilisateur parce que tu dis qu'ils n'ont pas les moyens. ça biaise déjà l'expérience, mon frère. Les startups doivent comprendre, et je pense qu'il y a des startups qui comprennent déjà le besoin d'avoir un UX ou un UI designer dans leur équipe. Surtout les startups qui évoluent dans le monde de la tech se rendent compte que pour une interface que tu dois proposer. Vous m'entendez, Noël? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Ils se rendent compte que pour une interface que tu dois proposer, tu dois t'assurer qu'il y a une bonne expérience, surtout pour les start-upers parce que ils apportent de nouvelles solutions. Et pour que la solution puisse être acceptée, c'est important d'avoir un bon parcours utilisateur pour une nouvelle solution, surtout pour une nouvelle solution. Parce que tu imagines, tu fais ton application qui permet de trier du riz, je vais dire un truc comme ça, et que tu as gagné peut-être ton concours où tu as des fonds de peut-être 4 millions, et tu sais qu'après 4 millions, si ton application ne passe pas là, tu vas repartir chercher d'autres fonds. Tu as intérêt à te concentrer, à trouver l'équipe qui correspond, qui peut te permettre d'atteindre ton objectif, à prendre ton UX designer pour qu'il puisse réfléchir bien. Et quand UX designer, ce n'est pas forcément en général, c'est en équipe. Donc, apprendre un UX designer qui pourra te trouver des bonnes solutions, qui pourra réfléchir à ta problématique et puis qui pourra permettre que ton application puisse être acceptée facilement. Ça sera plus bénéfique pour toi que de te rendre sur le terrain et puis comme on dit chez nous, de taper poteau plusieurs fois avant de te rendre compte. Donc, je vais dire c'est plutôt aux start-upers qui doivent comprendre l'importance du métier et qui doivent approcher les UX designers pour pouvoir discuter, pour voir ce qui est faisable. Donc, il y a les solutions pour vous. OK, parfait. Donc, moi, je me permets justement de rebondir sur la préoccupation de Jacob. Donc, on dit à Jacob qu'il y a déjà des perspectives, de bonnes perspectives qui sont en cours, d'accord? Donc, je remercie déjà ceux qui nous ont fait confiance sur ce projet-là. Je tiens à souligner que la journée du code, c'est une initiative poussée par des jeunes comme toi, comme moi. Et depuis 3 ans, on essaie quand même d'apporter ce qu'on peut au niveau de l'écosystème, essayer de regrouper, essayer de fédérer, parce qu'on sait qu'en fait, le monde du numérique, on ne peut pas avancer de manière isolée. Quelque part, on se rejoint, quelque part, on a des compétences à mettre ensemble pour pouvoir chapeauter même des grands projets, que ce soit en local, que ce soit à l'international. Bref, donc, en fait, la journée du code, si tu veux, on essaie justement de pouvoir créer cette communauté-là qu'on a l'habitude de voir, que ce soit dans les films, dans les documentaires, que ce soit même dans les pays limitrophes, en Europe, un peu partout, mais en fait, une réelle communauté. Et on fait une famille, en fait, qu'on puisse recruter en interne, en fait, qu'on puisse monter en compétences ensemble sur des sujets très intéressants. Donc, dans ce sens, on a vu que pendant la période de confinement, c'était très difficile de pouvoir partager les connaissances en présentiel parce qu'il y a plein de masterclass qui se font à Abidjan. Chacun a plus ou moins son programme, tout ça, mais on a trouvé bon
avec Côte d'Ivoire Akil Technologies, on a pu lancer justement les premières séries de cette série de webinaires, pardon. Donc, après, on a aussi l'initiative 10 000 codeurs qui nous a rejoints en tant que partenaire sur ce qu'on fait. Et en fait, il y a bien d'autres qui viendront. Donc, nous pensons que c'est l'occasion aussi de lancer l'appel à tous ceux qui pensent que ce qu'on fait, c'est bien et qui souhaiteraient vraiment nous appuyer pour voir comment est-ce que UX designer, développeur, marketeur digital ou, je sais, d'autres personnes de l'écosystème viennent se greffer à nous pour pouvoir justement travailler ensemble main dans la main et passer à un autre niveau. Comme Descan le disait, c'est à Descan que j'ai posé la question pour les startups. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend startup, ici, on se dit que, bon, c'est galère, donc on brûle les étapes, en fait. On brûle les étapes et on s'atteint un meilleur résultat. Mais non, on est en train de placer les fondamentaux pour atteindre un sommet. Donc, c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et je pense que c'est avec tout le monde ici. Si on prend la peine d'être là jusqu'à 22h, 23h, c'est la passion. Si ce n'est pas la passion, ce n'est pas pour de l'argent. On n'a pas payé Descan. Il a ses horaires. Il est très cher. Et pour une petite confidence, c'est lui qui fait nos visuels sans qu'on ne le paye. Donc, c'est une manière à lui de contribuer. Donc, ça montre en fait l'idée l'idée qui nous pousse depuis des années. Et maintenant, je pense qu'on est au bout. Je termine parce que nous, on appelle en fait la révolution qui est en train de se mettre en place. Je parle en termes de révolution parce que ça va nous permettre en fait d'ubériser toute la communauté web. On a constaté qu'on nous sollicite un peu partout dans la sous-région, même aux quatre coins du monde, quand vous voyez les différents intervenants. Et on a un site internet, un site de présentation bien entendu, mais on est en train de concocter justement l'application mobile qui viendrait focuser sur les différentes activités qu'on a l'habitude de faire étant dans une communauté tech. Donc là-bas, on pourra parler de recrutement, comme tu l'as dit, on pourra parler de formation, sur le volet e-learning, on pourra parler aussi d'événementiel comme des webinaires et bien d'autres choses. Donc, je pense qu'on a déjà planté le squelette sur le store, sur Play Store, pardon. Donc, vous pouvez taper J2 Code, vous allez voir l'application. C'est vrai que Descan va beaucoup nous chicoter parce qu'on n'a pas vraiment respecté les notions de UX pour l'instant. Mais par contre, on a déjà planté un décor pour en fait permettre à toutes les personnes qui nous suivent depuis un certain temps de comprendre qu'on est dans un autre niveau, comme on le dit. On veut passer à un autre niveau, mais c'est ensemble qu'on pourrait atteindre ce niveau-là. Donc, officiellement, on fera la présentation de cette plateforme pour recevoir des feedbacks, pour peaufiner la plateforme, mais derrière, on sera obligé justement de collaborer, de tisser des partenariats, de monter des masterclass, de faire des formations pour assurer la relève, parce que comme Descan l'a dit, dans 10 ans, ce n'est pas évident qu'on soit là. On a des gens qui peuvent partir avant, après, bref. Moi, donc, c'est l'occasion en fait de donner un sens à nos différentes vies sur le continent aussi, qui est le continent de l'avenir. Donc, ne soyons pas dans la médiocrité. C'est un cri de cœur, mais en même temps, je pense que c'est une pêche en fait, qui est tendue à tout le monde ici, de pouvoir en parler dans son réseau. Ce que vous voyez de mieux ailleurs, venez apporter pour qu'on puisse bonifier ce qu'on fait déjà et pour qu'on puisse en fait passer à un autre niveau. Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire. Je dis encore merci au grand frère Abou pour la confiance. Il n'est pas ici, mais depuis là-bas, il valide en fait ce qu'on fait et ça nous donne encore de la force. Je dis merci à Douglas Mbiandou qui n'est pas ici, qui nous donne aussi la force de pouvoir avancer. Donc, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc, nous qui sommes présents sur le territoire, il faut qu'on marque notre génération, il faut qu'on marque notre décennie, il faut qu'on marque en fait vraiment tout l'écosystème parce que tout est en train de se recentrer sur l'Afrique et ce ne serait pas intéressant que des personnes quittent là-bas, viennent s'implanter en Afrique et nous fassent travailler encore sur le continent. Ce n'est pas mauvais, on peut collaborer, mais c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de travailler. J'ai beaucoup parlé, ce thème, mais voilà, je permets à Descan de dire son mot de fin et puis on va boucler la session. Pour ceux qui seront intéressés, vous laissez juste vos mails, on pourra vous balancer les liens, mais ce n'est pas la dernière session qui l'anime, c'est la toute première. La prochaine fois, on sera plus dans du Adobe XD, dans de la conception. Là, c'était juste pour les fondamentaux et puis pour les échanges. En tout cas, Noélie, merci déjà pour l'initiative. Merci encore pour l'invitation.
Merci à tous ceux qui sont restés, je vais dire à tous les passionnés qui sont restés. Merci à ceux qui sont venus et qui sont partis. Merci, merci, merci. Et mon mot de fin, c'est toujours que la créativité soit toujours avec nous. Ok, donc la nuit, important conseil, comme on le dit, allons brainstormer sur la créativité parce que Descan a demandé qu'elle soit toujours de notre côté. Donc, merci Descan, merci pour tout le temps que tu as pris, merci pour tout ce que tu fais pour nous aussi. Ça nous va vraiment droit au cœur, tu nous permets d'avoir une bonne identité sur le web. Donc, merci à vous tous aussi, justement, qui avez pris de votre temps pour rester avec nous. Je sais qu'il y a certaines personnes carrément en temps vers minuit à cause du fuseau. Il y a d'autres aussi qui sont un peu qui sont en off parce que le fuseau horaire n'arrange pas, mais quand ils ont l'occasion, ils nous soutiennent et c'est en cela qu'on voit la force de la communauté. Merci et bonsoir chez vous.